Bonjour. Dans les précédentes semaines, nous avons vu de nombreuses notions, notamment les types built-in, les instructions, les fonctions, et nous avons également parlé de la notion de référence partagée. Cette semaine, nous allons voir deux autres notions clés en Python, la notion d'itérateur et d'espace de nommage. Les itérateurs sont ce qui vous permet de parcourir les objets de manière simple et intuitive. Et les espaces de nommage vous permettent d'isoler les variables dans les objets, tout en vous gardant la possibilité d'accéder aux attributs de n'importe quel objet avec une notation simple et explicite. Nous avons vu dans une précédente vidéo la notion de boucle for qui vous permet de parcourir de nombreux objets comme par exemple les séquences. On a vu que les boucles for étaient simples et permettaient d'écrire des itérations qui soient expressives. Les boucles for reposent sur un concept majeur en Python que l'on appelle le concept d'itérateur. Les itérateurs en Python sont des objets simples qui définissent une interface unique que l'on appelle le protocole d'itération. En plus de la simplicité et de l'efficacité de ce mécanisme, la notion d'itérateur permet de découpler l'objet qui itère de l'objet qui contient les données. L'avantage est que maintenant, avec un itérateur, nous avons un objet extrêmement simple et compact que l'on peut parcourir de manière intuitive. Un objet que l'on peut parcourir grâce à un itérateur s'appelle un objet itérable. Donc un itérable est un objet que l'on peut parcourir de multiples fois. Ouvrons maintenant un interpréteur Python pour découvrir cette notion d'itération. En Python, tous les types built-in sont itérables, sauf évidemment les types numériques, puisque ça n'aurait pas de sens de les parcourir. Nous allons maintenant déconstruire la manière dont fonctionne une boucle for sur les itérables. Regardons cela avec un exemple simple. Je vais créer un ensemble S qui contient 4 éléments, 1, 2, 3, et la chaîne de caractères A. Ensuite, on sait que l'on peut faire une boucle for qui va parcourir chaque élément de cet ensemble, et on peut tout à fait afficher les éléments parcourus par cette boucle for. On peut également écrire une compréhension de liste, x for x in S, if for x in S, if type de x is int. Donc en fait, ça va me retourner la liste de tous les éléments de cet itérable, dans ce cas-là, c'est un ensemble, lorsque ces éléments sont des entiers. Mais maintenant, essayons de comprendre comment est-ce que la boucle for va faire pour parcourir cet objet. En fait, la boucle for va faire les opérations suivantes. Elle va commencer par récupérer l'itérateur sur cet ensemble. Donc regardons, j'ai un ensemble S. Je peux tout à fait définir un objet iter sur S. Donc iter est la fonction built-in qui me permet de créer un itérateur sur cet objet itérable. Regardons cela. Je regarde maintenant it et je vois que it est défini, est un objet qui s'appelle setIterator. Donc en appelant cette méthode iter, j'ai créé un itérateur sur mon objet ensemble. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire avec cet itérateur? La boucle for, après avoir appelé cette méthode iter, va appeler une méthode next. Et c'est ainsi qu'on va parcourir chaque élément de cet objet itérable. Donc si j'appelle next de it, je vais obtenir le premier élément de mon ensemble. Et puis ensuite, je peux le rappeler. Je vais obtenir le deuxième élément, le troisième élément, le quatrième élément. Et lorsque je n'ai plus d'éléments, la méthode next va me retourner une exception qui s'appelle stop itération. Ensuite, je ne peux plus obtenir d'autres éléments, j'obtiendrai en permanence stop itération, ce qui représente bien le fait qu'un itérateur ne peut se parcourir qu'une seule fois. Je tiens à vous rassurer dès maintenant, en pratique, vous n'aurez jamais à appeler vous-même les méthodes iter et next sur vos objets pour être capable de les parcourir. Ce sont les mécanismes d'itération, comme par exemple les boucles for ou les compréhensions, qui vont faire ça pour vous. Cependant, c'est très important de comprendre ce protocole d'itération parce que ça vous permettra par la suite d'écrire vos propres objets itérables ou vos propres itérateurs. Essayons maintenant de formaliser un petit peu plus ces notions d'itérable et d'itérateur. Comme je vous l'ai expliqué, vous avez deux types d'objets, les itérables et les itérateurs. Ce sont deux types d'objets qui sont conceptuellement différents. Un itérable est un objet qui a une méthode double underscore iter double underscore que l'on appelle une méthode spéciale. Nous parlerons largement des méthodes spéciales lorsque nous reviendrons sur les classes. Mais pour l'instant, sachez que c'est une méthode qui existe sur cet objet. Et cette méthode, lorsqu'on l'appelle, elle retourne un nouvel objet qui s'appelle un itérateur. Cette méthode, vous pouvez l'appeler soit directement sur l'objet ou alors avec la fonction built-in iter. C'est totalement équivalent et c'est la méthode que nous avons utilisée il y a quelques instants. Un itérateur est un objet qui a une méthode
double underscore iter, double underscore, qui retourne l'itérateur lui-même, et une méthode next, qui à chaque fois qu'on l'appelle va retourner un nouvel élément, et ensuite stop itération, lorsqu'on n'a plus d'éléments à parcourir. Donc un itérateur ne peut se parcourir qu'une seule fois, on parcourt tous les éléments, et lorsqu'il n'y a plus d'éléments à parcourir, on a stop itération. Là également, on peut appeler cette méthode next soit directement sur l'objet, ou alors avec la fonction built-in next. Donc lorsqu'on voit ces notions d'itérable et d'itérateur, il y a plusieurs questions qu'on peut se poser. La première question, c'est pourquoi est-ce qu'on a une méthode iter sur l'itérateur qui retourne l'itérateur lui-même? La raison est simple, c'est qu'un objet itérable est itérable parce qu'il a une méthode iter qui retourne un itérateur. Et bien un itérateur est également itérable parce qu'il a une méthode iter qui retourne un itérateur. Le fait que ce soit lui-même ne change rien à l'affaire, ça reste un objet itérable. Par conséquent, tous les mécanismes d'itération, boucle for, compréhension de liste, peuvent prendre soit un itérable, soit un itérateur et le parcourir de manière totalement simple et intuitive. La deuxième question qu'on peut se poser est pourquoi est-ce qu'on a deux notions itérable et itérateur, puisque les boucles for peuvent prendre ces deux objets de manière indifférente. En fait, ces deux objets sont conceptuellement différents. L'itérable est l'objet qui contient les données. Et l'itérateur est un objet simple et compact qui parcourt les données qui sont contenues dans l'itérable. Lorsque vous manipulez des objets itérables, comme les listes, c'est votre mécanisme d'itération qui va s'occuper de parcourir ces objets. Mais dans certains cas, vous n'aurez pas d'itérable, vous aurez directement un itérateur. C'est par exemple le cas des fichiers. Pourquoi est-ce que les fichiers sont des itérateurs? On le comprend assez aisément. On voit bien que si on avait à lire un fichier qui fasse des dizaines de mégabytes ou des centaines de mégabytes, ça serait une mauvaise idée d'avoir entièrement à le charger en mémoire. Or, le seul moyen d'avoir un itérable, c'est d'avoir un objet qui contient toutes les données en mémoire. Donc le choix de Python était de dire pour les fichiers, on a un itérateur qui va parcourir ligne par ligne le fichier qui est contenu sur le disque dur. Évidemment, si vous avez le besoin de stocker toutes les lignes d'un fichier dans une liste, vous pouvez le faire, mais vous le ferez de manière explicite. Regardons maintenant de nouveau sur le fonctionnement des itérateurs et notamment le fait qu'un itérateur ne peut se parcourir qu'une seule fois. Pour cela, ouvrons un interpréteur Python pour jouer avec les itérateurs. Créons maintenant deux listes. Je vais créer une liste A qui contient deux éléments, 1 et 2. Et je vais créer une liste B qui contient deux éléments, 3 et 4. Donc maintenant, j'ai deux listes A et B, ce sont des objets listes. Je peux très bien prendre un itérateur sur ma liste et je vais voir que j'ai un nouvel objet qui s'appelle listIterator. Mais en pratique, je n'ai pas besoin de le faire. Mon objet liste est itérable et je peux faire autant de boucles for que je le souhaite sur cet objet. En fait, comme on le sait, ma liste va contenir une référence vers les objets qui sont contenus dans la liste. Par conséquent, mon objet liste existe en mémoire. Mais regardons maintenant un autre type d'objet. Créons un nouvel objet qui est un objet zip, qui va prendre deux listes A et B. Donc que fait la fonction built-in zip? En fait, elle va prendre le premier élément de chaque liste, elle va le mettre dans un tuple, puis ensuite elle va prendre le deuxième élément de chaque liste, le mettre dans un tuple. On voit bien dans ce cas-là qu'il n'y aurait pas vraiment d'intérêt à créer une structure de données temporaire qui contiendrait la liste de tous les tuples. Donc le choix de Python a été de créer un objet zip qui est en fait un itérateur. Regardons cela. J'ai mon objet zip, qui est un objet zip classique, et si je regarde est-ce que z is iter de z, c'est-à-dire est-ce que z est son propre itérateur, je vois que c'est le cas. Donc maintenant, j'ai la certitude qu'il s'agit d'un objet itérateur. Par conséquent, je ne peux le parcourir qu'une seule fois. Donc maintenant, si je fais une compréhension de liste, i for i in z, je vais obtenir la liste des tuples qui contiennent le premier élément de chaque liste, puis le deuxième élément de chaque liste. Regardons cela, j'ai effectivement 1, 3, 2, 4. Mais si maintenant je fais une deuxième compréhension de liste, je vais obtenir une liste vide. En effet, mon itérateur a été consommé, maintenant il est vide, je ne peux plus le parcourir. Et je peux le vérifier en faisant un next de z, je vais bien voir que j'ai stop itération, donc mon itérateur a été consommé. Le principe des itérateurs, c'est que les itérateurs sont des objets simples et compacts qui sont très peu coûteux à créer. Par conséquent, si je veux une nouvelle fois parcourir les couples de premier élément de mes listes puis deuxième élément de mes listes, je n'ai qu'à recréer un nouvel objet itérateur. C'est extrêmement peu coûteux à créer puisque cet objet ne va rien parcourir et ne va faire aucun calcul. Et en fait, le calcul ne sera fait qu'au moment où je vais itérer sur cet itérateur. Donc de nouveau, je peux bien parcourir les éléments de ma liste.
Donc gardez bien en tête que les itérateurs sont des objets simples et compacts que l'on ne peut parcourir qu'une seule fois. Par contre, en général, créer un nouvel itérateur est très peu coûteux, donc nous pouvons créer à chaque fois que nous en avons besoin d'un nouveau. Nous venons de voir le concept d'itérable et d'itérateur. Nous avons vu que l'itérable est un objet que l'on peut parcourir autant de fois que l'on veut avec n'importe quel mécanisme d'itération en Python, et que l'itérateur est un objet simple et compact que l'on ne peut parcourir qu'une seule fois. À bientôt!